Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 6 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains et que tout s'est bien passé pour vous cette semaine, vu qu'on se retrouve chaque mercredi. Chaque semaine, le mercredi à 17h heure GMT pour un nouvel épisode de mes bricolos. Et là, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la Pagani Utopia, véhicule qui est sorti fin septembre et c'est une voiture qui est juste absolument incroyable. Elle est divine. Donc là, vous la voyez sur la droite. On va rentrer dans le détail de cette voiture, mais en fait, ce qui s'est passé, pour être très honnête avec vous, vu que je suis énormément de chaînes YouTube et de comptes Instagram sur le design, à un moment donné, évidemment, les algorithmes de YouTube, d'Instagram, de Facebook, peu importe, vous proposent des sujets sur les thèmes que vous consultez le plus, évidemment. Comme j'aime les objets et que je regarde de la F1, à un certain moment, ils m'ont proposé, pour le coup, ils se sont pas trompés, parce que la plupart du temps, ils te proposent des trucs que aucun intérêt, mais là pour le coup ils se sont pas trompés, ils m'ont dit il y a Pagani, la marque Pagani qui sort sa nouvelle voiture, la Utopia, et quand j'ai commencé à la voir, je suis tombé complètement sous le charme de cette voiture. Alors déjà, il y a des détails qui m'ont énormément plu, et puis après, j'ai vu l'intérieur de la voiture, et puis petit à petit, je me suis intéressé un peu plus à cette marque que je connaissais. C'est pas Pagani, c'est une marque de voitures haut de gamme, de ce qu'on appelle les hypercars, des voitures très puissantes, qui font du 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Enfin, c'est des trucs, c'est des turbines, ces machins-là. Donc, évidemment, je connaissais cette marque, mais je connaissais pas l'histoire de cette marque. Parce que c'est vrai que Pagani est sorti un petit peu fin des années 90, début des années 2000, est sorti du bois comme ça, on s'y attendait pas du tout, parce que les marques historiques qui sont Ferrari, Lamborghini, McLaren, on connaît. Mais Pagani, moi je me souviens, j'avais 20 ans, on tombait sur des turbos sur M6, ce genre de choses qui parlaient de cette marque, et c'est vrai que c'était nouveau, qu'on se dit, tiens, c'est nouveau, mais on n'y prêtait pas une attention particulière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis intéressé à la marque, parce que moi, c'est un peu ma méthode, comme ça, vous le savez, en même temps, je partage avec vous un petit peu la façon de faire, c'est que chaque fois que je m'intéresse à un sujet, je me pose la question de son concepteur, de son créateur, de l'histoire de cette marque, comment elle est née, tout ça. Et là, je me suis intéressé à l'histoire de ce Horacio Pagani, qui est le fondateur de cette marque, Pagani donc, qui porte son nom de famille. Et là, je suis tombé sur une histoire absolument incroyable. Alors, vous pouvez aller sur Wikipédia. J'ai l'habitude de faire, je vais sur Wikipédia, mais je ne consulte pas que Wikipédia, bien évidemment. Parce que si vous allez sur Wikipédia, vous avez sa date de naissance et vous avez une biographie qui est relativement limitée, qui présente dans les grandes lignes son parcours. Donc, il est né en 1955 quand même, il n'est pas tout jeune, le tonton. Et voilà, donc, Horacio Pagani, quand il est né en Argentine, d'une famille de boulangers, mais sa mère était artiste. Alors moi, je vais vous faire, parce que quand j'ai regardé un petit peu, je trouvais son histoire passionnante et je voulais vous la partager, parce que c'est incroyable. Donc je vais vous la présenter, parce que c'est vraiment atypique et ça vaut le coup. Vous verrez pourquoi. Donc restez avec moi là, un petit peu, parce que vous allez voir. Il y a un but. Donc Horacio Pagani, donc il est né en 1955 en Argentine, une famille de boulangers avec une mère qui était quand même artiste, qui avait cette sensibilité artistique. Et le gamin, très jeune, a commencé à s'intéresser aux véhicules, d'accord, les motos et tout ça. Et puis à l'âge de entre ses 10 ans et ses 20 ans, il a fait une petite mobilette et il a fait des petites voitures en fibre de verre. Il a commencé à s'intéresser à la fibre de verre et il a fait un petit véhicule en fibre de verre. Et c'est vrai que la résine et la fibre de verre, c'est plutôt pratique, c'est plutôt facile, un peu toxique, c'est pas hyper écologique le truc, mais en l'occurrence, ça permet de faire des formes assez complexes, assez simplement. Et donc, quand on veut dessiner ou fabriquer une carrosserie, même d'un petit kart ou d'un petit objet, d'un petit véhicule, c'est vrai que la fibre de verre s'y prête particulièrement. D'accord ? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec quand j'étais avec des shapers pour faire des surfs, parce que j'ai toujours surfé dans ma vie depuis que j'ai 6 ans. Donc, j'étais en contact avec ce matériau et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'il se met en forme très rapidement. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut faire des courbes
complexe parce qu'il vient épouser les courbes. C'est un tissu, hein, la fibre de verre. Et donc, fatalement, ça permet de faire des formes complexes et de rigidifier la matière qui nous permet de faire cette forme complexe. Donc, par exemple, pour un surf, c'est un pain de mousse qu'on recouvre de fibre de verre et sur laquelle on coule de la résine. Et donc, la fibre de verre permet de solidifier, de structurer ce pain de mousse. D'accord ? Donc, le mec, il commence à faire ça, il s'intéresse à ça, donc il fait des études en Argentine d'ingénieur. On ne peut pas dire que ça soit du design pur et dur, mais on va dire qu'il fait du dessin industriel, ingénierie industrielle. Il va là-dedans, mais tout en ayant dans sa tête l'idée de la conception, pas uniquement de la fabrication et des problèmes de fabrication, mais aussi la question de la conception, de la création, parce qu'il a cette sensibilité artistique. À l'âge de 24 ans, le mec, il dessine et il fabrique un véhicule de course un peu équivalent à une F2, hein, pour ceux qui suivent la F1. C'est une course nationale qui est connue, qui fait d'Argentine, hein, qui est connue, qui est populaire, et donc il fait ce véhicule. Et il se fait remarquer par Renault qui lui prête un moteur parce que la voiture est ingénieuse, c'est-à-dire elle est intelligente. Le mec, il a 24 balais quand même. Et elle est intelligente, elle est bien dessinée, elle a des caractéristiques aérodynamiques particulières. Donc il la brevette, hein, même je crois que j'avais lu qu'il a breveté le principe. En tout cas, il a déposé. Et donc Renault le sponsorise et lui fournit un moteur. Mais le mec, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc chaque fois qu'il a un crash, un accident, parce que ça arrive souvent quand on fait de la course, et remplacer une pièce, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, il ne participe pas à certaines courses, mais il se fait remarquer par son idole, qui est Fangio, un pilote de F1 champion du monde, qui est aussi argentin. Donc, il se fait repérer par ce mec, et ce Fangio le prend un peu sous son aile. C'est-à-dire, voilà, séduit par sa personnalité et son ingéniosité, sa créativité, ce pilote de F1... le prend un peu sous son aile, comme je viens de le dire, et le soutient dans ses projets créatifs. Et quand il finit son diplôme, il veut aller en Italie sous les conseils donc, de Fangio, qui écrit des lettres de recommandation à Enzo Ferrari, à Lamborghini, à Alfa Romeo pour embaucher ce Horacio Pagani. D'accord, qu'on voit sur la photo. Alors, je continue ma petite histoire. Donc, Horacio Pagani arrive en Italie et il avait plus ou moins intéressé Lamborghini, qui travaillait sur un projet et qui voulait l'embaucher. Mais quand il arrive en Italie, le projet sur lequel il devait travailler tombe à l'eau, donc Lamborghini ne l'embauche pas. À force de persévérance, et puis il continue à envoyer des lettres à Lamborghini. Lamborghini décide de l'embaucher, mais de l'embaucher comme assembleur. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de production. Alors certes, c'est Lamborghini, donc ça reste une voiture prestigieuse. On prend son temps pour assembler le véhicule, puis tu es assembleur, quoi. C'est-à-dire que tu viens emboîter des éléments que tu fixes sur le véhicule, sur la carrosserie, sur le châssis de la voiture, et puis c'est tout, quoi. Donc il est sur une ligne de production, il est technicien assembleur sur une ligne de production, et ça, il va faire ça plusieurs années. D'accord ? Mais comme il est minutieux et qu'il est volontaire et engagé, Lamborghini se dit quand même, c'est un ingénieur qui a travaillé les matériaux composites, donc la fibre de verre dans le cadre de son activité. C'était au balbutiement de la fibre de carbone et ils disent à Horacio Pagani, bah, écoute, tu as fait un super boulot, maintenant on pense que tu as un potentiel qui est plus important que celui d'assembler des véhicules. Donc, on va te mettre dans le département matériaux composites de Lamborghini où tu vas travailler sur cette nouvelle technologie qu'on appelle la fibre de carbone. Et là, Horacio Pagani, il est, comment vous expliquer? Il est à fond. Parce que ça lui rappelle son enfance, sa jeunesse, cette flexibilité du matériau, sauf qu'à la différence, c'est que la fibre de carbone, c'est assez cassant. La fibre de verre, c'est assez cassant. La fibre de carbone, c'est hyper solide. Alors, il faut bien comprendre une chose. La fibre de carbone, c'est vraiment du carbone en fibre tissé. C'est vraiment on va dire, c'est de la mode, quoi. C'est vraiment un tissu, ok? Et la façon dont vous appliquez le tissu et sur la matière va définir sa résistance, parce que la fibre de carbone en elle-même n'est pas résistante. C'est une fois structurée qu'elle devient très résistante. Donc, si on a des problèmes de torsion, de déchirement, de déplacement, etc., la façon dont vous allez appliquer cette fibre de carbone va dépendre de la résistance de la matière sur laquelle vous allez l'appliquer. Enfin, que vous souhaitez
souhaitez avoir sur l'objet que vous allez créer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Donc, c'est à peu près ce qui se passe avec la fibre de verre, mais la fibre de carbone, on a besoin d'en mettre beaucoup moins et c'est beaucoup plus résistant, c'est pas cassant et ça a une super solidité tout en optimisant son poids. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fibre de carbone, encore aujourd'hui, c'est artisanal. C'est-à-dire ce sont des techniciens, ce sont des ingénieurs qui ont une vraie compréhension de la fibre de carbone et qui décident, qui choisissent la façon d'appliquer cette fibre de carbone pour avoir la meilleure résistance pour un poids minimum. Mais ça reste artisanal, hein. C'est des mecs qui font ça à la main. Il faut bien comprendre une chose. Et l'avantage d'Orazio Pagani, c'est que ce mec-là, vu qu'il a fait ça toute sa vie, surtout quand il était jeune avec la fibre de verre, mais naturellement, il comprend la fibre de carbone et il commence à travailler dessus et il fait des trucs vraiment pas mal. Résultat, Lamborghini se dit... On va travailler sur la Lamborghini Countach. Alors, j'imagine que vous savez, hein, ce véhicule, en tout cas, c'est vraiment une des pièces, un des véhicules phares de Lamborghini des années 80. Hein. Moi, je me souviens, c'était un design absolument incroyable et une voiture totalement inconduisible. Mais ils disent, voilà, dans le cadre du développement de ce véhicule, on a envie de proposer un véhicule tout en carbone. Ils trouvent ça incroyable, ils commencent à s'intéresser à la matière, et puis à un moment donné, Lamborghini dit « c'est trop compliqué à développer, on laisse tomber ». Alors là, Orazio Pagani dit « c'est pas possible ». Et le mec, il va s'acheter une autoclave. Alors, vous avez vu la fibre de carbone, le mec va s'acheter une autoclave. Une autoclave, c'est ce truc-là. C'est-à-dire Lamborghini, ne croyant pas au projet, n'avait pas encore investi dans une autoclave. Orazio Pagani, lui, il dit, il va à la banque, il fait un prêt, il achète un four. Une autoclave, c'est un four dans lequel ben c'est simple, on cuit le carbone. Ok ? Avant, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sous vide. C'est très important de le mettre sous vide parce que si vous avez une bulle d'air, ça devient une zone de rupture, une zone de cassure. Et tout l'objet est compromis. Donc, il faut vraiment faire attention à bien vider tout l'oxygène qui est à l'intérieur, tout l'air, pour pas qu'il y ait de bulles. Et après, vous le mettez au four pour sécher finalement cet objet en carbone que vous avez fait. Et c'est très important, il y a des règles de température, il y a des règles c'est long et c'est compliqué. C'est ça qui fait la complexité de la fibre de carbone, c'est plutôt la façon dont on le travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis alors, il y a une chose, c'est que plus la pièce est grande, plus le four doit être grand. Donc le mec, il investit quand même tout l'argent qu'il a gagné dans un four, ok, qu'il prête... D'accord, à Lamborghini, parce que Lamborghini, comme il ne voulait pas acheter ça trop cher, lui dit, vous inquiétez pas, moi je l'achète, vous avez juste à me payer une location pour la machine et on s'en sert ensemble, comme ça on va développer le truc. Bon, alors ils disent, ok, le gamin, il a acheté le gamin, c'est plutôt tout à fait un gamin, mais quand même, tu vois, il a acheté le four à notre place, c'est quand même un truc qui coûte une fortune, il a dû démonter les 2 bras et les 2 jambes, il a dû se faire des sacrifices pas possibles pour pouvoir s'acheter cette autoclave. Et donc, il arrive avec ce four et il continue le projet de la Lamborghini. Une fois que le projet de la Lamborghini est fait, eh ben, le problème, c'est qu'ils se rendent compte, les mecs de Lamborghini, que ça coûte cher à développer et à fabriquer, maintenant qu'ils peuvent le fabriquer. Et le souci avec la fabrication, c'est qu'un client, s'il pète sa voiture, pour remplacer la portière de la voiture, je ne te raconte pas le prix. Donc, ils vont voir Orazio Pagani, et ils lui disent, écoute mon lapin, c'est trop compliqué. Alors ils lui disent pas comme ça, c'est moi qui vous fais l'histoire à ma façon. Hein. Mais écoute mon lapin, c'est compliqué de parier sur cette technologie. De toute façon, Ferrari n'a pas sorti de véhicule utilisant la fibre de carbone. C'est que si Ferrari ne l'a pas fait, c'est que c'est pas intéressant de le faire. T'imagines, Lamborghini qui dit ça, ben, les mecs sont passés complètement à côté de la plaque. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, Ferrari a sorti la F40, qui était le dernier véhicule dessiné par Enzo Ferrari, qui est encore aujourd'hui vénéré comme l'objet ultime, qui est la quintessence de l'ingéniosité d'Enzo Ferrari. Il en existe très peu, elle s'arrache pour des millions d'euros. C'est juste pas possible. Et il sort la F40. La F40 avec un body full carbone, vraiment, complètement en carbone. Et donc, Orazio Pagani, il a sa petite revanche, mais il est dégoûté par Lamborghini.
il se barre Lamborghini et il monte sa société de carbone. Je crois que ça s'appelait Pagani Carbone Technologie, tu vois le truc. Et donc, comme il a son four, il met au service son savoir-faire pour des marques. Donc, vous êtes une écurie de F1, vous avez besoin de fabriquer une voiture en carbone. Lui, il a le four, donc il fait les cuissons et tout ça. Donc, vous lui envoyez les plans et le mec modèle le truc et puis vous avez la chose, hein, d'accord, il vous la vend, quoi. Et il fait ça pour Ferrari, il fait ça pour des écuries de F1. Mais à côté, le mec, chaque fois qu'il a un petit peu d'argent, il réinvestit et pour développer sa voiture. Et en 99, sorti de nulle part, il nous sort la Zonda. Alors c'est là où tout le monde, la bouche bée, on ne sait pas, on ne comprend pas. Moi je me rappelle, j'avais 20 ans. Ouais, je suis plutôt jeune. J'imagine vous avez fait votre calcul, vous vous dites, dis non, le tonton Yu, il est plutôt jeune, et c'est vrai. Mais en gros, il sort la Zonda en 99. Et là, elle sort de nulle part. Et moi, je me souviens que les présentateurs qui annonçaient ce véhicule se disaient, c'est incroyable, un véhicule absolument dingue, avec un moteur Mercedes préparé à AMG. Encore, Pagani, qu'est-ce qu'il fait? Fangio envoie une lettre au directeur technique, à l'ingénieur de Mercedes, et lui dit il faut que vous équipiez, vous soyez le motoriste de Zonda. Et Mercedes accepte sans connaître le mec, hein, t'imagines? Donc, c'est encore une fois, c'est vraiment une histoire de persévérance, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire c'est jamais simple, c'est hyper compliqué. Et là, ce qu'on vient de découvrir avec l'histoire de Pagani, c'est que moi, quand je voyais cette marque, je me suis dit, putain, ça doit être un millionnaire qui a fait son petit délire et qui a développé sa marque. Pas du tout, c'est un gars qui s'est battu et il a eu des bâtons dans les roues, pas possible. Chaque fois, par sa conviction, quand je vous dis que la création, c'est pas une science, c'est une conviction, et que on a des personnes qui adhèrent à cette conviction, qui viennent soutenir une vision et qui permettent de faire exister s'il n'y avait pas Fangio, s'il n'y avait pas eu Fangio, il n'y aurait jamais eu cette Zonda. Et d'ailleurs, la Zonda devait porter le nom de Fangio F1, mais il est mort en 95, juste avant la sortie de ce véhicule. Donc, il n'a pas pu l'appeler du nom de la personne, de son mentor, finalement. Et ça, il sort donc la Zonda. Donc ça, c'est la version R, hein, de la Zonda, qui est déjà une évolution. Le mec, il en fabrique 25 par an. T'imagines? C'est de l'orfèvrerie. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est déjà une évolution de la Zonda, hein. C'est pas la Zonda numéro 1. C'est le même design, sauf que c'est une évolution sur le plan technique, personnalisation, fabrication, etc. Full carbone, évidemment. On est avec Horacio Pagani. Le mec, c'est là où c'est toute sa connaissance est dans le carbone. Et le mec, il sort ce véhicule. Regardez la beauté de cette voiture. Alors oui, on est dans l'hypercar, voiture de sport. C'est aussi sa sensibilité, le mec. Il a fait ça en Argentine, il est fasciné par ça. Mais c'est une ligne qui est magnifique, il faut le reconnaître. Donc ce qui est intéressant dans Horacio Pagani, c'est que ce mec est un ingénieur designer, parce qu'il est designer, le type, hein. Il dessine des véhicules, c'est lui qui les dessine complètement à la main, au crayon. On va le voir. Mais ce qui est dingue, c'est que ce que je reproche, par exemple, à Ferrari à l'époque, hein, sous le règne d'Enzo Ferrari, et d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sous le règne d'Enzo Ferrari, c'est que le mec, il s'en foutait de l'intérieur et du confort. Lui, il était passionné de l'automobile, il était passionné de la course automobile, pardon. D'ailleurs, quand ils ont sorti des véhicules grand public, ça n'avait qu'un but, c'était financer sa passion pour la course. À l'intérieur, c'était la F40. Tu conduis de côté, tu es complètement penché, tu as un confort qui est totalement approximatif parce que les roues sont tellement larges que tu as les pieds pour accéder aux pédales, tu es obligé d'avoir des chaussures hyper fines. Tu fous pas ta basket, hein, dedans, il faut conduire limite pieds nus avec des chaussures de F1, t'imagines le délire. C'est une voiture qui est atroce, tu fais 10 km, tu as les lombaires qui sont complètement fusillés, quoi. Donc, et là, on se retrouve avec Pagani qui dit hop, 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 hop. 99 les copains, vous avez vu le volant? Je sais pas, c'est de la cajou. Vous avez vu le truc? On est dans de l'orfèvrerie. Regardez le tableau de bord full carbone avec aluminium fraisé, peut-être même moulé. Enfin, je veux dire coulé, quoi. Regardez le travail qu'il y a de cuir. Avec la petite mallette, ça c'est sa signature. Il a toujours cette mallette avec les ceintures, etc. Regardez l'intérieur, la boîte de vitesse. Donc, ce qu'il y a, c'est que Horacio Pagani est un passionné de course automobile. Tu as un gros moteur V12 à l'époque de la Zonda, c'était 450 chevaux pour 99, 450 chevaux, c'était déjà du très lourd, hein. Aujourd'hui, la BM Série 7 berline, elle est à 450 chevaux, tu vois ce que je veux dire? Mais à l'époque, c'était une fusée, le truc.
Comment V12, donc t'imagines le truc, le bourrin derrière, parce que c'est aussi ça, hein, le couple, la puissance, il faut comprendre. Hein. Tu peux sortir 450 chevaux d'un 4 cylindres, mais tu vas fusiller ton moteur et puis il va faire un boucan pas possible. Quand tu as un gros V12, 3 litres, ça pousse à fond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais le gars, passionné de course automobile, une voiture hyper bien dessinée, mais un intérieur... Excuse-moi, c'est du luxe, c'est avec du capitonnage, avec de la surpiqûre. Enfin, on sent que le mec, il est passionné. C'est-à-dire, c'est pas une question de je suis passionné par la course, je fais que de la course, je suis passionné par la voiture. Non, c'est-à-dire ça s'applique, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment tout est vécu comme une expérience. On sent sa passion dans le véhicule. Ça, c'était en 99, et là, on arrive un peu plus de 10 ans après, en 2011, et il sort la Huayra. Alors, je la prononce assez mal. Alors, tous ces noms font référence à sa région, son pays, etc., à des climats, des températures. Enfin, c'est un vent hein, de la région, etc. Et regardez-moi ce véhicule, magnifique. Et sur le plan du design, on sent une évolution. Alors là aussi, hein, c'est la Huayra, je sais pas quoi, avancée, nanana, c'est parce qu'en fait, il fait plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire sur les 10 ans, il est vraiment dans cette optique de la personnalisation, c'est-à-dire vous arrivez, il y a un véhicule, et comme on est dans de l'orfèvrerie, un peu à l'image des montres haut de gamme de luxe, si vous décidez d'avoir telle couleur, telle matière, etc., tel type de cuir et tout, il le fait. Regardez les rétroviseurs. Regardez les rétroviseurs, je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Mais les rétroviseurs, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. C'est des rétros, on dirait des feuilles. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Il n'était pas obligé de faire ça. Et alors, pareil, vous rentrez à l'intérieur de la Huayra, c'est n'importe quoi. Donc là, on est en 2011. Si vous comparez cette voiture, même la Zonda, avec les voitures qui sont sorties à la même époque, on n'est pas dans cette qualité de fabrication, qualité d'assemblage, et c'est extraordinaire. Alors bien sûr, on aime, on n'aime pas, mais là on est complètement dans la vision d'un homme, dans la passion d'un homme pour l'automobile. On est dans de l'orfèvrerie, tout est parfaitement travaillé, pensé. C'est extraordinaire, c'est dingue. C'est dingue. Il va complètement dans le détail. Alors toujours cette idée de malle, de cuir, de maroquinerie. Enfin, les volants sont incroyables et tout. Donc ça, c'était en 2011. Pareil, il en sort peu. Hein. Il en sort pas beaucoup. Hein. Et puis arrive la Utopia de Pagani. Et là, on est sur le site de Pagani. Et vous allez voir la Utopia qui est incroyable. Et là, on voit Monsieur Pagani, Horacio Pagani, qui dessine ce véhicule. Regardez-moi cette caisse. Voilà, donc là, tu as Horacio Pagani, le voilà, sur l'écran. Alors, on a le texte qui est devant sa tête, mais c'est pas très grave. Et le mec, il continue à dessiner à la main, comme à l'époque des années 80. Alors, on dessine toujours, mais on dessine sur tablette. D'accord, tout est numérisé maintenant, c'est plus analogique comme ça. Et donc, il dessine ce véhicule qui est dinguissime. Regardez-moi cette silhouette. Alors, on va le regarder parce qu'on va passer les photos. Regardez-moi cette silhouette. La ligne est incroyable. Vous savez, les véhicules des années 30, par exemple, quand on prend... comment elle s'appelle, cette marque, la voiture noire de Bugatti. Merci. Quelqu'un l'a dit. Je l'ai entendu. De la Bugatti. La voiture noire à l'époque, ces voitures étaient incroyables. C'était des lignes magnifiques. Les tauliers, les mecs qui fabriquaient les carrosseries de ces voitures, c'était des artisans qui avaient un savoir-faire, mais dingue. Les dernières, hein, la Véron, la Chiron et tout, c'est de la daube. Je vous le dis, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus quel épisode c'est. Moi, c'est mon avis. Après, vous dites ce que vous voulez, mais c'est vulgaire pour moi. Ce sont des véhicules qui sont vulgaires. Il n'y a pas de toute l'élégance de ces véhicules de l'époque. Donc, la Bugatti voiture noire, j'en ai parlé dans l'épisode 31 de la saison 1. Alors accrochez-vous, hein, mettez votre ceinture avant de voir l'épisode parce que je suis pas hyper tendre. Hein, je suis pas hyper tendre. Parce qu'on voit la voiture d'inspiration, c'est-à-dire la vraie voiture noire qui est un mythe, et on voit la façon dont les nouveaux designers de chez Bugatti ont dessiné ce véhicule. Les mecs, c'est une honte, c'est une honte. Bref,
Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, et vous avez le droit d'aimer. C'est pas parce que moi je trouve ça dégueulasse que vous n'avez pas le droit d'aimer. Mais là, on est sur une voie où on retrouve toute cette beauté de la ligne. Regardez-moi se plier, se retomber. Et alors toujours cette passion Pagani pour ces cintres. Le véhicule, que ce soit le coffre arrière moteur, puisqu'on est sur un moteur central arrière, ou que ce soit la partie avant, qui se déploie comme ça, c'est avec des boucles de ceinture. C'est magnifique, ça donne envie de pleurer tellement que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez le retour, la façon dont c'est dessiné. Regardez cette ligne. Mais t'imagines le temps. Enfin, si vous n'êtes pas designer, je comprends, mais le temps qu'il faut pour dessiner cette forme, c'est-à-dire tu le dessines à la main, mais après pour arriver à cette précision et retrouver cette espèce de geste, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors il y a bien sûr une logique aérodynamique, mais on n'est pas du tout dans l'aérodynamisme du nymphin là, c'est pas la même chose. Le but du jeu, c'est de transmettre une passion. Regardez-moi à l'arrière, regardez-moi ce galbe là à l'arrière, c'est phénoménal. C'est phénoménal, c'est magnifique, ça s'est sorti fin septembre 2022, hein, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui l'ont. Regardez-moi les rétros, regardez-moi tout ça, c'est dingue. Alors l'arrière avec la signature bien évidemment de l'échappement de chez Pagani, avec ses 4 sorties d'échappement, oui V12 forcément, hein, avec ses 4 sorties d'échappement, puisque c'est un moteur où tu as besoin de 4 échappements. Regardez les feux arrière, tu as l'impression qu'ils flottent à l'intérieur de la calandre, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Avec l'ouverture des portières en papillon comme ça, c'est phénoménal. Et alors, tiens, pardon les amis, voilà. Vous voyez l'ouverture? Quand on voit la baie, alors à l'intérieur, c'est que du carbone, hein, alors, évidemment. Hein. Que du carbone et de l'aluminium. Boum. Avec le gros moteur V12 AMG préparé, surboosté à fond la caisse. Mais pour Pagani, hein. Exclusivement pour Pagani. Hein. Et alors là, on arrive à l'intérieur. Et alors là, les copains. L'intérieur de la Utopia. Alors déjà, la Zonda, pour son époque, c'était dingue. La Yuira, bon, t'as compris, c'était fou. Mais la Utopia. Oh, regardez-moi ce pommeau de vitesse. Oh là 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 là. Regardez-moi ce pommeau de vitesse. Alors le mec, là, c'est là où tu vois sa passion pour la voiture et pour les choses belles. D'accord? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il est passionné par la performance, mais il est passionné par la beauté. Ok? Ça se sent. C'est-à-dire que lui, s'asseoir dans un intérieur de voiture de sport, ça ne l'intéresse pas. Mais conduire une voiture de sport à l'intérieur d'une espèce de berline hyper cossue, une espèce de Rolls, quoi. Vraiment, honnêtement, c'est ça qui lui plaît. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Et le mec, comme il est dans une voiture passion, mais pas besoin de mettre une boîte automatique. Boîte manuelle, 6 rapports, boum, 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 boum. Ben ouais, t'es sur une voiture comme ça. C'est simple, un mec qui achète une voiture comme ça, et pour ce qui va la sortir, il veut avoir de la sensation, il veut sentir le moteur sous le pied et dans la main, il veut avoir le passage de rapport brutal. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose assez animal en fait, sentir la force du V12. Si tu veux un moteur souple à boîte automatique, même à palette, tu te prends un véhicule moderne qui conduit tout seul et puis voilà. Mais si tu te fous un gros V12 AMG de je sais pas combien de chevaux avec un véhicule de dingue et tout, autant te foutre une boîte manuelle. Parce que pour le coup, tu vas pas faire 600 bornes avec. Hein. Alors tu pourrais techniquement, mais le but du jeu, c'est vraiment de la passion. C'est que t'envoies les tours, tu fais monter la puissance et t'es collé au siège et tu te mets la 5e symphonie et tu te la fous à fond. Tu vas avoir une acoustique de dingue et des enceintes partout dans cette voiture parce que c'est clairement ça, lui. Regarde-moi ça. Alors les sièges. T'as vu le siège, bien sûr, en carbone, hein, full carbone moulé. Regarde, avec ce travail de tapisserie, broderie et tout. Tout est beau dans ce véhicule. Tout est beau. Même les jantes, avec du carbone. Le rétroviseur, on en parlait. Le rétroviseur à lui seul, c'est une pièce d'art. C'est une pièce d'art. Le feu arrière. Regardez ça. C'est... Voilà. Et alors, il a sorti ça... fin septembre, justement en Italie. Alors là, c'est la photo qui le montre. Hein. On regarde ensemble. Alors, le mec en basket, hein, tu vois. Et il a sorti ça justement pour montrer ce véhicule dans un théâtre où il y a un orchestre qui a joué, justement en Italie.
Alors je sais plus, hein, parce que lui, j'ai l'impression que tout a du sens. Donc après, il t'explique un petit peu le moteur, le châssis, etc., les caractéristiques, pour expliquer un petit peu les différentes choses. Et là, il te montre tous les partenaires qui ont participé à la réalisation de ce véhicule. Voilà. Pagani, les gars. Voilà. Donc, qu'est-ce que je cherche à montrer avec cet épisode de mes bricolos, en dehors du fait de parler du véhicule? Parce que j'ai passé peut-être 10 minutes à m'extasier devant la beauté de ce véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? La vidéo fait 30 minutes. J'arrête pas de faire des vidéos de 30 minutes, mais j'en fais une fois par semaine, même si vous la regardez en plusieurs fois, au moins comme ça. Mais le but du jeu, c'était de vous montrer ce véhicule en observant ensemble la beauté de ce véhicule et pourquoi ce véhicule est extraordinaire et que c'est un vrai bijou d'orfèvrerie et que ça vaut n'importe quel Lamborghini, n'importe quel McLaren ou Ferrari, parce que là on est sur quelque chose d'absolument extraordinaire et que Pagani est sorti fin des années 90, début des années 2000 et que c'est pas une marque historique techniquement parlant, mais en termes de travail, d'exécution et tout ça, mais pour moi limite il les explose. Vous voyez ce que je veux dire? Non pas que je cherche à comparer, parce que là, on est tellement sur de l'excellence qu'on n'est même plus dans de la comparaison. Vraiment, honnêtement. Mais c'est une question de sensibilité et d'affinité. Et une période où on parle d'écologie, de trucs, etc., le mec, il te sort un V12 manuel, à boîte manuelle, atmosphérique. Ça doit avoir du turbo dedans, bien évidemment. Mais je veux dire, on est sur un autre discours. Et il faut qu'il existe, ce discours, parce que c'est aussi ça, la beauté. C'est aussi ça. C'est-à-dire, on est sur un travail où on est simplement dans la sensation, dans l'expression de la sensation, de cette beauté de la voiture, du véhicule, du confort. C'est de l'artisanat d'art. Voilà, on est sur un objet d'artisanat d'art. Voilà, tout simplement. Voilà, il faut le prendre comme ça, et c'est pour ça aussi qu'il faut à un moment donné savoir regarder ces véhicules, pas avoir un discours écolo en disant ah mais c'est pas 25 véhicules par an produits par Pagani qui va poser problème sur la planète. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, c'est-à-dire c'est toujours se poser les bonnes questions. Donc ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est parler du personnage. Horacio Pagani, excuse-moi, mais le mec, alors qu'on lui a collé des bâtons dans les roues, que c'était pas du tout évident, et si tu vas sur la biographie de Wikipédia, il te parle pas de ça, les gars. Et là, on se retrouve avec le mec où, quand tu connais vraiment son histoire, et encore, moi je te fais une histoire synthétisée, une histoire courte, une synthèse de son parcours, mais si tu t'intéresses plus en profondeur de son histoire, tu tombes par terre. Et le mec, il a eu des difficultés. Il arrive en Italie, il savait pas parler italien. Il savait pas parler italien. Alors bien sûr, en Argentine, on parle espagnol, mais l'espagnol, c'est pas l'italien. Évidemment, si t'es plus à même de l'apprendre rapidement. Mais le mec, il disait pas un mot en italien. Il est arrivé là-bas, il s'est dit ouais, mais c'est là-bas que ça se passe. Donc il est parti, puis il a bossé, il a fait ce qu'il a pu. Et bien sûr qu'il a eu un mentor qui l'a soutenu. Et c'est là où je parle de gens qui suivent votre conviction. Si vous êtes vous convaincu, si vous êtes totalement absorbé par ce que vous faites et que vous avez une vision et que cette vision, vous voulez la voir s'exécuter, ça ne peut être que par vous. Vous allez être accompagné, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont être là à des moments donnés, qui vont partir, qui seront plus là parce qu'au bout d'un moment, ils vont avoir un autre chemin de vie. Mais c'est vous qui devez être l'étendard de cette conviction, qui devez porter et incarner cette conviction. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est jamais simple. C'est-à-dire que chaque fois que je tombe sur une histoire comme ça, je ne connaissais pas l'histoire de Pagani. C'est grâce à ces vidéos de mes bricolos que je m'y suis mis et que je me suis intéressé à ça. Ben, on se rend compte que les mecs, c'est pas évident. Si demain on parle d'Enzo Ferrari, c'est la même chose. Le mec, il avait une tête dure. Il était détesté, ce type-là. Il voulait pas faire de véhicule grand public. Ça l'intéressait pas. Lamborghini, pourquoi il a créé la marque? Parce qu'il s'est pris la tête avec Enzo Ferrari. Et le mec, Enzo, lui a dit ouais, mais toi tu fais des tracteurs. Ce qui est vrai, Lamborghini faisait des tracteurs. D'ailleurs, ils en font toujours. C'est plus la même marque, mais il y a une marque de Lamborghini qui fait des tracteurs. Et le mec, toi tu fais des tracteurs, tu sais pas de quoi tu parles. Il était tellement touché dans son ego que Lamborghini a créé sa marque de voiture de supercar. Hein, c'est que ça, c'est de l'obstination, de la conviction, de la persévérance. Et que c'est jamais simple. Aujourd'hui, on vit une époque où sur les comptes Instagram ou ce genre de trucs, vous voyez ça et vous dites ah, c'est facile pour eux, la vie est belle. Mais tu parles.
Ce qui se cache derrière, c'est du boulot, de la persévérance, enfin bref. Voilà, c'était ma petite... mon épisode des bricolos, parce qu'à chaque fois que j'aborde un sujet, j'essaie de le voir à travers différentes choses, à travers un prisme peut-être un petit peu lié à mon travail. On a parlé de Suprême, de cette marque aussi, maintenant vendue à VF Corp. C'est un choix, c'est dommage, mais c'est un choix. On va voir ce qu'ils vont faire. Ça me plaît moins, même si ça reste là, mais on a parlé ça dans l'épisode précédent, on a parlé d'Adidas, on a parlé de plein de trucs, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais à chaque fois, j'essaie de vous amener une lecture personnelle et de vous faire réfléchir sur ce sujet afin de pouvoir commenter, liker, partager ces vidéos qui font plus de 30 minutes. Là, on est à 35 minutes. Donc, je vous laisse là-dessus. Et si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est que vous êtes vraiment des champions. Je vous apprécie vraiment énormément. Puis, on continue cette petite aventure ensemble. Je vous laisse avec des vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Et on se retrouve d'ailleurs, je vais mettre la vidéo sur la Bugatti voiture noire. Comme ça, si vous avez regardé jusque-là, vous avez juste à cliquer pour continuer à regarder mon petit coup de gueule sur la voiture noire qu'ils ont sorti. Enfin bon, bref. Et je vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h, pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslema à tous et à bientôt.